Y a-t-il des opportunités value en Belgique en ce mois de mai 2025? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les paramètres du screener value du mois. Donc on se place sur les sociétés belges, c'est-à-dire qu'on a le siège social en Belgique et qui sont cotées en Belgique. Là, on met Primary Security pour dire qu'on prend la cotation principale, ça évite les doublons. On se met 500 millions d'euros de market cap pour avoir des dossiers assez liquides. 7 fois la VE sur EBITDA, qui est un multiple plutôt value à ce niveau. 3 fois l'EBITDA en dette nette pour avoir des dossiers qui ne sont pas trop fragiles. Un minimum de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc on veut que ça soit positif à minima, qui est au moins 0%. Un rendement des capitaux investis à 7% pour avoir des dossiers qui sont un peu rentables d'un point de vue opérationnel et assez qualitatif. On y va. On enlève la colonne price qui veut rien dire et on va passer en revue les différentes colonnes comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, la croissance des chiffres d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, un multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, ratio sur donc prix sur actifs tangibles, rendement des capitaux investis. Le rendement des fonds propres, on ne va pas l'utiliser ici parce qu'il n'y a pas de société financière. On prend l'EBITDA, enfin la dette nette en termes d'EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution, free cash flow, bénéfice net, payout ratio. Donc le payout ratio, on rappelle, proportion de bénéfice net versé en dividende, mais les dividendes sont versés avec le free cash flow, donc on vérifie qu'il y a adéquation entre les deux. C'est parti pour la première entreprise de la liste. On est sur Colruyt Group, on est sur le Carrefour belge, donc grande distribution. Secteur mature, évidemment. On est sur 5,4 milliards de dollars de market cap, 2,8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, hein, donc c'est pas énorme. 6 en VE sur EBITDA, pas très cher payé. En ratio court-bénéfice, on a 13,8, en ratio free cash flow, on a 13,9. Donc il y a quand même une déperdition entre les EBITDA et le résultat net et les free cash flow. Ça peut potentiellement dire qu'il y a beaucoup de dépréciation sur ce groupe. Ça veut aussi potentiellement dire qu'il y a beaucoup de dépenses en capital également qui impactent les free cash flow. Bon, si on s'en tient au multiple de VE sur EBITDA, moi c'est mon multiple préféré, on va dire, prioritaire. On est quand même value sur ce dossier. On a un rendement des capitaux investis à 9,3%, ce qui est bon. Après, c'est une société qui n'a pas besoin de beaucoup de capital pour opérer. Les distributeurs, ils ont peu de capital en général. On a un bilan qui est cash net, donc ça c'est bien. 3,6% de rendement de dividende, intéressant à ce niveau. 6,7% de rendement d'actionnaire, là également c'est très intéressant. Attention qu'on a un payout ratio qui est un peu élevé à 65%, avec une équivalence free cash flow bénéfice net. Donc là, ce dividende, il ne va pas augmenter beaucoup plus, je pense, mais il est déjà un peu intéressant à ce niveau-là. Colruyt Group, je pense que c'est pas mal, c'est comme, ma favorite, moi, ça reste quand même Carrefour en France, qui est quand même très, très décoté. Ensuite, on continue avec Proximus. Donc là, on est sur Diversified Telecommunication Services. Hop, on est sur, c'est une entreprise des télécoms qui a des participations aussi dans d'autres pays. Donc, on est sur une entreprise qui fait 2,4 milliards de dollars de market cap, 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est un secteur qui est assez mature, donc il n'y a pas beaucoup de croissance, organique en tout cas. 4,3 fois la VE sur EBITDA, c'est pas cher payé. On a 4,5 en ratio court-bénéfice, mais à 10 en ratio court-free cash flow. Donc les free cash flow sont moitié moindres que le bénéfice net. Donc il faut vérifier s'il y a une dépense en capital qui est élevée sur les 12 derniers mois, si c'est ponctuel ou structurel. 7,4% de rendement des capitaux investis. Vu l'industrie, je pense que c'est correct. On a besoin de beaucoup de capital sur les télécoms. On a 1,9 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, c'est pas trop lourd à ce niveau, surtout pour une télécom. On est à 9% de rendement des dividendes, c'est quand même énorme. Et 12,5% de rendement d'actionnaire. Donc, rachat d'actions assez massif. J'ai quand même l'impression qu'une bonne partie a été faite à crédit. Une bonne partie du dividende a été fait à crédit, puisque les free cash flow sont moitié moindres que les bénéfices nets, et on est déjà à 527, on est déjà à 74% de payout ratio. Donc attention, ce niveau de dividende n'est peut-être pas soutenable sur le long terme. Moi, un niveau de dividende soutenable, ça serait peut-être 5%, 5-6% maximum, mais ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on est sur Vlo Alco SA. Alors, ça, c'est une société grecque en réalité, mais elle a bougé son siège social en Belgique. Donc, on est sur une entreprise qui fait des métaux, enfin, qui produit des métaux, une minière. On est sur 1,6 milliard de dollars de market cap, 9,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Soit il y a une reprise du cycle assez forte, soit c'est de la croissance externe. Moi, je pense que c'est plutôt la croissance externe à ce niveau. 6,3 fois la VE sur EBITDA, donc c'est pas cher à ce niveau. On est à moins de 10 fois en ratio court-bénéfice, 9,7, en moins de
9 fois en ratio cours free cash flow à 8,6 et vous avez 20% de décote sur les actifs tangibles. Donc vous avez une bonne marge de sécurité sur ce dossier qui est évidemment cyclique, hein, c'est ce que reflète aussi ces multiples. On est à 11,4 en rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt bien, hein, c'est plutôt pas mal pour une entreprise qui est assez intensive en capital. On est à 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc on n'est pas trop endetté. 2,9% de rendement du dividende, mais attention, moins 14% de rendement d'actionnaire. Donc ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de capital, hein, vu le niveau. Donc bon, ça veut pas dire, ça veut dire que le dossier n'est pas forcément si qualitatif, hein. Ou alors, on peut le prendre autrement, s'il y a une augmentation de capital et que maintenant ils sont quand même plutôt désendettés, qu'ils ont une bonne rentabilité, peut-être qu'ils vont réussir à améliorer la gestion et que du coup, en tout cas au niveau actuel, pour l'instant, c'est quand même value, c'est quand même intéressant. Mais s'ils refont le coup d'une augmentation de capital, eh bien, vous avez perdu, enfin, vous allez perdre une partie quand même de votre investissement. 19% de payout ratio, free cash flow plus avec le bénéfice net, on a les moyens de ce dividende, mais bon, vu qu'on a dilué, est-ce que ça a du sens de poser la question de cette manière? Je ne suis pas sûr. Etex, on est sur une société qui fait des produits, alors c'est plutôt du bois, enfin des produits de construction, on va dire, donc pour le bâtiment. On est sur 1,2 milliard de dollars de market cap, 5% de croissance avec manualisé sur 5 ans, c'est plutôt correct, hein, comme process, et des multiples qui sont complètement value, hein. 3,4 fois la VE sur EBITDA, c'est pas cher, 6,8 en ratio court-bénéfice, 5 en ratio court free cash flow. Là, on est pas cher, hein. On est à 9,3% rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est une société qui a besoin de capital, hein, quand même, qui est plutôt capital intensif, à vérifier quand même. Mais bon, bonne rentabilité en tout cas, 1,8 fois la l'EBITDA en dette nette. Donc on est un peu endetté quand même sur ce dossier, à garder en tête. 7,7% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau quand même, hein. Et 7,12 en rendement actionnaire. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, payout ratio à 48,5. On a largement les moyens de verser ce dividende. C'est quand même intéressant, hein, Etex à ce niveau-là quand même, hein. Et ensuite, on a CIPEF. Donc on est sur un producteur d'huile de palme. C'est un secteur qui est très value, qui est très décoté en fait. Donc vous pouvez aller sur la côte singapourienne et vous allez voir des entreprises d'huile de palme complètement décotées. Je pense par exemple à Golden Agri Resources, par exemple, si je ne me trompe pas dans le nom. Bon bref, vous en avez plein qui sont quand même intéressantes. Alors, 739 millions de dollars de market cap, 12,3% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. À voir si c'est la croissance organique seulement, je ne le pense pas. Je pense qu'ils ont dû faire une acquisition. Sur les multiples de VE sur EBITDA, on est à 5,1, c'est complètement value. Sur les autres multiples, on n'est pas value, donc il faut voir, hein. Sur ratio court-bénéfice, on a 11,2. Il y a dû avoir de la dépréciation, amortissement qui ont impacté le résultat net. Et pareil pour les free cash flow, je pense qu'on a eu une dépense en capital. Donc il faut vérifier si c'est structurel ou conjoncturel. Et vous avez 10% de décote sur les actifs tangibles sur CIPEF. Donc intéressant quand même, hein. Bonne rentabilité pour, c'est plutôt intensif en capital aussi, c'est, les plantations d'huile de palme, donc presque 8% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. Quasiment cash net, 0,1 fois les bilans net net, donc quasiment plus de dette. 3,2% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. Il y a un peu de dilution, 2,9% de rendement d'actionnaire, mais bon, rien de très inquiétant à ce niveau, surtout qu'on a les moyens. Alors on a 34% de payout ratio, mais on a les free cash flow qui sont un tiers plus bas que les bénéfices nets, donc on serait plutôt sur un payout ratio de 50%, donc c'est quand même soutenable à ce niveau. Intéressant, hein, CIPEF, pareil, vous avez des codes sur actifs tangibles, des codes en VE sur EBITDA. Bon petit dossier, hein, c'est un secteur qui est assez défensif, hein, l'huile de palme, et qui est structurellement en croissance en plus, via les pays émergents, donc c'est tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans cette liste? Moi, je pense que vous pouvez, d'un point de vue value, vous pouvez vous intéresser à Colruyt. Proximus aussi, ça a l'air intéressant pour le dividende. Et pour même, pour, l'aspect value du dossier, hein. Loalco, moi je pense qu'il vaut mieux se mettre à l'écart vu qu'il y a une dilution assez importante sur les 12 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de gestion, donc plutôt à éviter à mon avis. Etex, c'est pas mal aussi, hein, les multiples sont complètement value, le dividende est quand même énorme et pourtant il est bien couvert par les free cash flow, donc ça c'est bien. Et CIPEF, c'est pareil, c'est bien défensif. Vous n'avez pas un énorme rendement du dividende, mais vous avez une société qui vous présente une bonne décote sur actifs tangibles quand même, hein, donc aussi intéressant à aller creuser. J'espère que cette vidéo sur les opportunités value belges du mois de mai vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.